va parler environnement en France cette fois-ci, oui, avec l'environnementaliste Maison Corneille Haïssé. Inondation en France, une preuve du dérèglement climatique mondial, nous dira-t-il. On y va, sans sa transition alors. Oui, je m'attendais à ce qu'il soit bien installé dans sa maison, dans son monde d'environnement. Corneille, à nouveau bonjour. Bonjour Loris, mesdames, messieurs, bonjour. Alors, nous sommes en France ce matin, n'est-ce pas? Ah oui. Pour parler... L'actualité oblige. De l'inondation, sinon des inondations en France. Vous pensez que c'est aussi là une preuve du dérèglement climatique à l'échelle mondiale? Oui, tout à fait, parce que ce à quoi on assiste depuis... la seule vraie raison, la belle excuse pour tout justifier? Non, pas du tout, pas du tout. Vous savez, c'est une réalité. Ici, ce n'est pas des discours, ce n'est pas de la littérature, ce n'est pas ensuite des rêves. C'est des réalités naturelles que la planète subit. On va dire aujourd'hui, c'est vrai que ça se passe en France, mais dans d'autres milieux aussi, il y a ces genres de phénomènes climatiques qui font penser aujourd'hui qu'effectivement nous sommes en cas de dérèglement général, réchauffement de la planète. Alors ce qui se passe en début de semaine en France, c'est quand même inquiétant quand vous voyez complètement des villes qui sont... Des zones qui détruites. Les zones ou des villes qui sont plus exposées. Oui, ça se passe dans un département au sud de la France, département de l'Aude, qui a pour préfecture Carcassonne. C'est une région qui est humide, qui a un climat subéquatorial et qui généralement a une pluviométrie qui dépasse les 700 000 millimètres par an. Et justement, les périodes d'octobre jusqu'à avril sont des périodes de la saison sèche là-bas, même si sont des périodes de saison pluvieuse là-bas, même si on n'arrive pas à distinguer réellement la saison sèche de la période de la saison pluvieuse parce que simplement c'est une zone qui est vraiment humide. Donc c'est cette zone-là qui aujourd'hui est exposée à ces cas d'inondation. Le département doit son nom, l'Aude doit son nom à un fleuve qui a traversé toute la région. Et la région se situe entre la Méditerranée et l'océan Atlantique. Donc vous voyez à peu près déjà la géographie et le climat du milieu, c'est un peu ça. C'est une zone qui a pour, je dis, capitale ou préfecture Carcassonne, qui a pratiquement 80 km de Toulouse, et c'est dans le sud de la France. Et c'est à ce niveau-là que justement il y a des crues. Ça a commencé dimanche à lundi dans la nuit, les crues des fleuves qui sont sortis de la lit et qui ont inondé les maisons. Vous avez vu sur les images tout à l'heure des maisons qui ont été complètement inondées, pratiquement les toits. L'eau est venue à la hauteur des toits. Et le bilan actuel fait état de 14 morts, 75 blessés. Il y a beaucoup de foyers. D'une semaine. Oui, tout à fait. En espace de 2 ou 3 jours, il y a beaucoup de foyers. On parle de plus de 1500 et quelques foyers qui sont sans électricité. On parle des ponts qui sont coupés. On parle de plus de 50 routes coupées dans le milieu. On parle, il y a des influences sur le plan de transport, économie, déplacement, sur les activités. Donc voilà à peu près la situation sur le terrain à l'heure actuelle. Voilà, Loris Fouilly d'abord. Mais quelles sont les vraies causes au-delà du dérèglement climatique? Quelles sont les autres causes? Vous l'avez dit tantôt, c'est une zone située entre la Méditerranée, vous l'avez dit, et autres... Alors, qu'est-ce qui... En fait, la principale cause aujourd'hui, ce sont les crues. Mais la crue est venue comment? C'est la précipitation qui a du coup monté. On a eu, en espace de 3 jours, pratiquement une semaine, beaucoup de pluie. Et la pluviométrie qu'on devait avoir, quand ils ont calculé dans la région, c'est pratiquement 4 mois de pluie. C'est-à-dire ce qu'on a eu en quelques 10 jours, c'est 4 mois de pluie. Et ça, c'est les caractéristiques même du réchauffement climatique. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, parfois vous êtes à Calavi, vous voyez de la pluie. Et puis vous êtes à Goulo, vous voyez de la pluie, vous descendez, vous allez à Kassato, il n'y a pas de pluie. C'est des pluies qui sont localisées. Ça, c'est des caractéristiques même des changements climatiques, de réchauffement planétaire. Donc il y a ces genres de pluies qui sont localisées où c'est la quantité que vous devez peut-être avoir en un mois, c'est que vous l'avez déjà
en 2 ou 3 jours. Et au Bénin, cette année, on a également, depuis pratiquement plusieurs années déjà, on constate là déjà. Vous allez voir que cette dernière, il y a 1 semaine, 2 semaines, il y a eu suffisamment de pluie. Donc la quantité qu'on est censé avoir peut-être sur 1 mois, on l'a peut-être en 2 ou 3 jours. Et c'est ce qui s'est passé. La quantité de pluie qu'on devait avoir en 4 mois, on l'a eu pratiquement en 1 semaine. Et du coup, bon voilà, vous avez vu la vitesse de l'eau, l'eau qui a démonté complètement des ponts, qui a coupé des routes. C'est des infrastructures gigantesques qui ont été détruites par la vitesse de l'eau. Donc c'est inquiétant et c'est justement c'est pour ça qu'il faut aujourd'hui que les gens qui pensent que quand on parle de changement climatique, c'est un faux problème, doivent quand même se rendre compte qu'aujourd'hui, attention, il y a un petit souci pour la planète. Mais est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des possibilités de prévenir ces cas d'inondation? Oui, il y a des possibilités et surtout, même si aujourd'hui France Météo est critiquée parce que France Météo n'a pas juste donné l'alerte. L'alerte vigilance orange a été donnée par France Météo, mais à 6 heures du matin, ce lundi matin à 6 heures, alors que déjà le phénomène a commencé déjà autour de 3 heures par là et c'est encore dans la nuit. C'est pour ça que ça a été difficile aujourd'hui. C'est vrai que France Météo a été beaucoup plus critiquée. France Météo, vous savez, dans son système de fonctionnement, dans ses prévisions et autres, ces dernières années a été un peu plus critiqué. Il y a des études qui ont même révélé qu'au niveau de France Météo, nous avons jusqu'à 2 ou 3% d'événements climatiques chaque année qui sont donnés avec un peu plus d'erreurs. 15% de fausses alertes, par exemple, ça c'est des chiffres qui l'ont montré. Et sur ce coup également, certains se sont demandé mais pourquoi France Météo n'a pas vite prévenu. C'est ça en fait le problème. Mais il faut aujourd'hui dire que des phénomènes climatiques comme ça, des bouleversements de ces géants, des catastrophes naturelles, parce que ce qui se passe en France actuellement, c'est reconnu comme étant une catastrophe naturelle pour 126 communes, puisque dans ce département, nous avons 438 communes, mais sur les 126 communes, c'est déclaré état de catastrophe naturelle. Ça, il n'y a pas de truc à faire. Donc, aujourd'hui, il y a des phénomènes qui échappent même, qui commencent à échapper à la science, à la technologie. C'est dit que les changements climatiques, c'est plus complexe que ce que ICY s'imagine. C'est pour ça que vous allez voir que le GIEC, le groupe d'experts international sur l'évolution du climat, reste vraiment vigilant. Et vous avez vu le rapport du GIEC, il y a pratiquement 10 jours, lundi surpassé, a commencé par dire il faut changer les paradigmes. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est quoi? Il faut que les États s'engagent davantage. Il ne faut plus dire, oui, on a la volonté de faire ci, de faire ça, on en a des contributions pour faire ci, pour faire ça, mais on ne le fait pas. Il faut dépasser. Les moyens scientifiques existent aujourd'hui pour inverser la tendance. C'est-à-dire quoi? Rester limiter l'augmentation de la température au niveau des 1 degré C ou maximum 2 degrés C. Les moyens scientifiques existent, mais il faut de la volonté politique dedans. Donc, c'est un exemple de ce qui se passe en France aujourd'hui où des phénomènes ont commencé à échapper. Imaginez-vous, c'est quand même la France, hein. Et puis avec tout ce qu'on connaît, l'organisation, dispositifs scientifiques, techniques, et la ressource humaine et tout, c'est une situation qui, aujourd'hui, c'est vrai que la situation à l'heure actuelle est en train d'être maîtrisée, mais la zone est toujours en alerte rouge. Ah oui. Merci, Corneille Haïssé. Merci, Loris Follier d'abord. Que retenir en guise de conclusion? En guise de conclusion, il faut simplement dire que nous devons à chaque niveau et dans chaque pays, c'est vrai que nous aussi dans notre pays, nous subissons ces phénomènes cycliques d'inondation pratiquement à chaque saison. C'est vrai que pas peut-être à la taille de ce qui se passe aujourd'hui et Dieu nous épargne de cela. Et il faut prendre leçon de ce qui se passe au plan international. Et au pays, faire asseoir, rendre beaucoup plus efficace le système de prévention, le système de gestion des risques et catastrophes que nous avons dans le pays. Système d'alerte. Nous avons dans notre pays l'Agence nationale de protection civile. Nous avons un projet SAP, système d'alerte précoce, qui suit l'évolution, le mouvement de l'eau au niveau de nos cours d'eau et qui parfois aussi prévient, qui a un bulletin qui prévient. Il faut
que ces systèmes, il faut communiquer davantage autour, il faut sensibiliser davantage autour, il faut rendre le système plus performant, il faut des gens qu'il faut à la place qu'il faut, il faut des compétences avérées dans ces différentes structures-là pour que nous puissions faire véritablement face à ce genre de situation. La France, aujourd'hui, ça montre que le système n'est pas aussi solide que ça. Ce qui s'est passé, ce qui se passe dans Carcassonne, ça montre que le système n'est pas aussi solide que ça. Donc il faut renforcer. Et c'est la leçon principale que nous devons tirer dans ce qui se passe actuellement. Pour ceux qui en disposent, vous recommandez le renforcement. Et pour nous autres qui n'en disposons point ou en disposent presque, là, l'autre question qu'il fallait se poser, de quel arsenal de risques, d'alertes, d'annonces, des risques disposons-nous? Il faut aussi ajouter que la nature prévient. Vous savez, la COP, c'est dans... Non, pas toujours effectivement, mais la COP, c'est dans quelques semaines. Ça va démarrer fin novembre, décembre, dans quelques semaines. Et vous voyez déjà ces phénomènes, ces bouleversements climatiques que le monde enregistre. Il y a eu tellement d'ouragans cette année, des tempêtes, des tsunamis par-ci, dans la région, aux États-Unis, au Canada. Vous en avez vu aussi en France, en Europe. C'est vrai qu'en Afrique, on a encore l'impression que dans notre état de pauvreté, nous avons une certaine bénédiction pour ne pas faire face à des situations du genre. Mais souviens-t-il quand même qu'il y a ces foyers aussi de petits bouleversements climatiques ou géologiques ou autres aussi qui quittent aussi l'Afrique. Et les chefs d'État à chaque niveau, à qui revient aujourd'hui la décision, si nous voulons vraiment progresser et que les COP ne restent pas juste des sommets ou des rencontres d'échanges, qui se résument aux recommandations arrangées au placard. Voilà, il faut qu'on va plus loin. Vous avez vu Copenhague en 2009, les gens ont pris beaucoup de résolutions, ça a évolué chaque année, mais on a encore l'impression qu'en réalité les discours évoluent. Mais le problème véritable, les solutions concrètes. Mais les recommandations, qu'en font-ils? Là est la question. Non, c'est des rapports de force. C'est des rapports de force. Vous savez, il y a des pays qui ont bel et bien la volonté d'aller plus loin. Quand vous prenez la France, qui s'est illustrée dernièrement comme étant un pays aussi pionnier en matière de lutte contre les changements climatiques, la France qui a organisé l'accord de Paris, la COP21 à Paris, et qui a pu quand même obtenir, grâce à sa diplomatie, un accord pour le climat. La France qui donne beaucoup, comme en Afrique par exemple, le Maroc aussi fait beaucoup d'efforts aussi et qui montre son leadership. Il y a beaucoup d'autres pays également, le Canada qu'on peut citer, qui montre le leadership. Les États-Unis, à un moment donné, ont commencé aussi à entrer dans la danse avec Obama, mais quand Obama est parti, Trump est arrivé, les choses ont pris un peu de retard. Mais sans cette grande puissance, on ne peut pas évoluer. Aujourd'hui, les financements du GIEC, une bonne partie des financements du GIEC, de groupe d'experts, cette partie-là provient des États-Unis. Et quand vous avez un président qui au départ ne croyait pas, rappelez-vous la déclaration de Donald Trump quand il était venu au pouvoir et bien avant, et qui pensait, et qui disait même que les changements et le concept de changement climatique c'est une invention, je ne dirais pas des Chinois pour faire ci, pour faire ça. Aujourd'hui, il s'est rendu compte qu'en réalité, il se trompe. Des alimis climato-réfractaires. Il se trompe. Donc aujourd'hui, il est en train de changer complètement parce qu'il a vu qu'effectivement il y a un problème. Il y a un problème. Et aujourd'hui, cette grande puissance-là, c'est à elle quand même de booster plus, parce que ce n'est pas les pays les moins avancés comme les nôtres qui n'ont aucun pouvoir. Parce que dans nos pays, même nos propres projets d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, nous n'avons pas souvent les moyens pour pouvoir les financer. Ça provient de ces pays, ce qui est quand même normal parce qu'on est dans un système global où on dit pollueur-payeur. Les autres polluent davantage, les autres polluent plus que nous. Et quand on pollue, il faut payer aussi. Donc il faut que les États en développement, les pays en voie de développement mettent beaucoup plus la pression sur les grandes puissances pour que le discours change. À la Merci, COP24. Corneille. On reviendra sur les enjeux de la COP24 prochainement sur la chronique environnement. Jeudi, n'est-ce pas? Oui. Et avant jeudi, déjà 18h ce soir, le rendez-vous est pris pour l'émission environnement. Quel est le thème au menu? Au menu, on devrait recevoir des journalistes, des confrères béninois qui ont participé à la conférence du changement climatique à Nairobi la semaine dernière, du 6 au 12, et qui ont été primés d'ailleurs.
Je peux citer Fulbert Adimerossou de Fraternité, qui a pris deuxième prix presse écrite et autres. On avait un rendez-vous avec eux, mais malheureusement, ce rendez-vous est en train d'être avorté. Nous allons quand même de toute façon proposer une émission à nos auditeurs à 18h, le temps de revenir là-dessus. Le rendez-vous a donc pris autour de nous, 18h, 0 minutes sur la 102.3. Merci Corneille, bonne journée.